La déradicalisation eh bien, est à l'ordre du jour avec un plan qui doit être présenté dans les heures qui viennent par le Premier ministre à Lille, entouré de plusieurs ministres. Et c'est avec Esther Benbassa, qui est une grande spécialiste de la question, qui a écrit un rapport à l'issue d'une mission d'information pour le Sénat sur justement les politiques de déradicalisation en France, changer de paradigme. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi la politique de déradicalisation? C'est ce que vous analysez là-dedans, après une enquête assez fouillée. Avec Madame Catherine Troendlé. Madame Catherine Troendlé. Pourquoi ça aboutit à des échecs en France? Il y a plusieurs raisons, bien sûr. D'abord, il n'y a pas eu de cahier de charge. Oui. Par exemple, je parle pour les personnes qui ne sont pas sous main de justice. Ce sont les associations qui s'en sont occupées. Et les associations, manquant de subventions, se sont jetées sur la manne. Et toutes, elles n'étaient pas, disons... Des pratiques douteuses, des individus... je ne saurais pas dire, mais inefficaces. Il y a eu beaucoup... Il y a eu deux plans précédemment, en 2014 et en 2016. Oui, mais enfin, il y a des petites associations qui ont fait du bon travail, mais il y a eu aussi beaucoup qui n'étaient pas qualifiées pour le faire. Elles sont devenues des associations de déradicalisation. On a créé un business de la déradicalisation. Un business de la déradicalisation parce que c'était un marché juteux. Dans les conclusions de votre rapport d'étape, vous disiez, en gros, j'exagère à peine, pour certains djihadistes, c'est quasiment mission impossible de les récupérer. Vous savez, il n'y a pas de miracle en matière de déradicalisation. D'abord, le mot n'est pas bon. Il s'agit de désendoctrinement, désengagement, et surtout, on oublie la partie réinsertion. Si on ne parle pas de réinsertion, on ne pourra jamais faire le reste. En France, nous avons mis ça un peu de côté et nous avons visité avec Madame Troendlé des expériences en Belgique, au Danemark, etc. Il y a des pays où des expériences marchent? D'abord, on ne peut pas répondre à cette question. Eux-mêmes ne répondent pas. Ils disent, voilà, nous avons réinséré quelques personnes entrées en violence extrême. On leur a trouvé un stage, un travail. On les suit de près. On les accompagne individuellement avec un panel de sociologues, d'éducateurs, de psychologues, même d'imams au Danemark. Et lorsque ces gens mènent une vie ordinaire, nous disons que nous sommes arrivés à faire quelque chose. Voilà. Parce que déradicaliser, c'est comme si on voulait les désislamiser. Mais les Danois, les Belges ne touchent pas à ça. Ils font le travail de mise en route. D'ailleurs, vous dites dans votre rapport, déradicalisation, c'est pas un mot qu'il faut employer, c'est pas un bon mot. Et d'ailleurs, le gouvernement veut parler maintenant de désengagement. Pourquoi ce changement lexical? Oui, parce que ça ne va pas changer la réalité. Non, mais c'est le ressenti de ce mot. C'est quoi déradicaliser? Moi, je suis une femme de gauche, même un peu plus à gauche que le Parti socialiste. Alors, on va dire que je suis radicalisée, donc on va me déradicaliser. Quand on a utilisé ce mot, on l'a utilisé parce qu'on pensait à un moment qu'il fallait les sortir de l'islam rigoriste et qu'on pourrait arriver à quelque chose. Mais on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait l'islam peut-être, mais l'islam n'était qu'un véhicule, puisque l'essentiel, c'était l'idéologie de Daesh structurée, forte. Donc, c'est la désélisation qu'il faut faire? Désengagement ou disons, désendoctrinement, et surtout penser à la réinsertion. Si on ne le fait pas, on n'arrivera nulle part. Alors, le Premier ministre, tout à l'heure, va s'exprimer. Il sera entouré de 12 ministres. Alors, ça peut paraître un effet de communication, mais c'est peut-être pas inutile, justement, parce que ça concerne finalement pas uniquement les juges, pas uniquement les policiers, pas uniquement les militaires, ça concerne toutes les sphères de la société, non,
des engagements. Oui, ça concerne toutes les sphères de la société. Mais cette boulimie m'interpelle. Il y a 2 jours, c'était la loi Asile et Immigration. Oui. Maintenant, 2 jours après, c'est des annonces sur des engagements, surtout que les promesses faites dans le passé, il y a à peine 2 ans, n'ont pas été encore réalisées ni évaluées. Alors ça fait un peu comme si on voulait fixer les contours d'un ennemi intérieur, et avec un État, un gouvernement qui serait là pour protéger. Mais ce ne sont pas des ennemis de l'intérieur ? Moi, je n'utiliserai pas ce mot. Ouais. Parce que ce mot favorise le populisme. Nous n'avons pas besoin de populisme. Nous avons besoin d'un gouvernement qui fonctionne, une société plus juste, plus égalitaire, mais nous n'avons pas besoin de fixer des ennemis. Alors, nous ne sommes pas en guerre avec les réfugiés, nous ne sommes pas... Peut-être nous devons mener une guerre contre les attentats, contre ceux qui les commettent. Mais enfin, tous ceux qu'on va déradicaliser ne deviendront pas des terroristes. Il faut faire la différence. Alors, il y a un problème majeur qui est celui du milieu carcéral. Il y a des expériences multiples qui ont été conduites. Le Premier ministre devrait, je dis bien devrait, annoncer des mesures pour renforcer l'étanchéité entre les détenus radicalisés et les autres. Qu'est-ce qui est la meilleure des solutions? Est-ce qu'il faut les regrouper tous ensemble dans des centres ad hoc, je dirais, préparés pour ça? Ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'ils ne soient pas rassemblés tous ensemble? D'abord, rassembler ceux qui se ressemblent n'est pas une bonne chose, parce que l'effet de groupe produit un effet parfois néfaste, surtout de prosélytisme au terrorisme, j'entends, n'est-ce pas? Et il y a eu des expériences, c'était les unités dédiées, nous les avons visitées, celle d'Oni en particulier. Quelques jours après notre passage, un des éléments qui se trouvait dans cette unité dédiée a passé à l'arme blanche de gardien. Donc, ces unités dédiées, écoutez, avec des cours de yoga, de géopolitique, des ateliers d'écriture, des entretiens, ça va encore. N'allez pas changer la donne. D'ailleurs, un des personnages qui était dans cette unité avait, dans un rapport que Le Monde avait publié en partie, disait lui-même, c'est lui qui avait passé à l'arme blanche, les 2 gardiens, que ça servait à rien, ces unités dédiées. On est passé au Caire, à savoir au quartier d'évaluation des radicalisés, et on n'a pas encore les résultats, puisque ça fait à peine 1 an. Maintenant, on va nous imposer d'autres mesures. Alors, essayons un peu de réaliser ce qui a été déjà mis en place avec beaucoup de difficultés, pour voir à quoi on aboutit. Mais nous sommes dans cette boulimie. Il n'y a ni cahier de charge au départ, ni évaluation. On travaille un peu au doigt mouillé, alors. Coup par coup, oui. Parce que le temps du politique est trop court. Néanmoins, et le temps de déradicalisation est très long. Néanmoins, vous dites dans votre rapport qu'il faut finalement œuvrer au cas par cas. Ah oui. L'accompagnement individualisé est aujourd'hui une des solutions qui peut marcher le mieux et qui, dans certains pays, marche. Parce que les candidats au terrorisme, les personnes entrées en violence extrême, etc., ont à peu près des profils mais qui ne convergent pas toujours. D'ailleurs, ces associations qui ont réussi étaient passées par la sortie de violence des néo-nazis, etc. Parfois, des associations qui travaillaient avec des délinquants. Donc, vous voyez, chaque profil est un peu différent. Et le milieu, les demandes, la relation envers la République sont vraiment différentes. Esther Benmassa, où est-ce qu'il faut juger les ressortissants français qui sont partis faire le djihad en Irak, en Syrie, et qui sont arrêtés là-bas? Est-ce qu'il faut les laisser être jugés par les Irakiens, les Syriens, les Kurdes, que sais-je,
ou est-ce qu'il faut qu'ils soient rapatriés en France pour être jugés en France? Moi, j'ai un immense respect pour la République et pour l'état de droit. Oui. Ces personnes, lorsqu'elles sont françaises, elles devraient être jugées, comme les autres citoyens, en France. En France? Oui. Même si elles sont arrêtées là-bas, sur place? Oui. Et ne pas leur donner cette image de la République qui fait des différences. Mais ils ont retourné leurs armes contre la République. Je comprends, ils ont retourné, ils doivent être punis. Elles, oui, ils doivent être punis, mais vous savez quand même que parmi ceux qui retournent, plus de 60% sont des enfants entre 1 et 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Là, c'est le vrai problème. On ne va pas les mettre en prison. Si les mères, elles sont jugées non coupables, il faut laisser les enfants avec ces mères et les suivre, les accompagner. Ou les enfants dont les mères ont commis des actes répréhensibles, et il faut que ces enfants soient pris en charge par l'ASE, par des organismes que nous avons en France, qui pourraient suivre ces enfants, et avec des psychologues, bien sûr, très accompagnés, pour que la violence ne devienne pas chez eux une réalité au quotidien quand ils seront adultes. Beaucoup d'observateurs disent que les femmes ont exercé les mêmes violences que les hommes là-bas, enfin sont aussi dangereuses finalement quand elles reviennent que les hommes. On n'a pas de statistiques, on ne sait pas. On dit, on dit plein de choses, mais ces personnes doivent passer devant la justice. Nous avons une justice. C'est pas à nous de dire qu'elles ont commis des actes, elles n'ont pas commis des actes. Écoutez, je n'en sais rien. D'accord. Nous sommes en République, il y a une justice, et je crois encore dans cette justice. Nous sommes avec Esther Benbassa qui a rendu un rapport à l'issue d'une mission d'information avec la sénatrice Catherine de Troendlé. Elles ont travaillé toutes les deux. À l'issue d'une grande enquête, elles ont publié les politiques de déradicalisation en France, changer de paradigme pour souligner la difficulté de la chose et que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas couronné de succès. Et c'est avec Jean-Baptiste Sémergent maintenant qu'on va continuer l'émission et qui va poser vos questions. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Esther Benbassa. Une première question de Arte qui vous félicite pour vos combats et votre courage. Ne baissez pas les bras, dit-il. Les opprimés ont besoin de vous. Est-ce que vous avez souvent l'impression d'être seul, vous, dans vos combats? Non, je ne suis pas seule, je suis avec mes combats, donc je suis accompagnée, vous voyez. Vous et sentez ça me donne de la volonté, de la détermination. Je suis là, sénatrice, pour ça, parce que je gagne ma vie correctement sans être sénatrice. Parce que vous êtes, il faut le dire, enseignante-chercheur. Hein. Je suis professeure à l'université, ouais. Voilà. Al-Code rebondit sur un de vos tweets et il souligne que l'islam est de plus en plus une obsession pour les politiciens de tous bords. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je crois, j'ai parlé aujourd'hui. On en parle trop. On en parle trop. Et plus on en fera un ennemi intérieur, on a parlé dans l'émission de ça, plus on éloignera nos concitoyens de confession musulmane de la République. Les valeurs de la République devraient être partagées et pas faire de ces gens, parce qu'ils sont, certains d'entre eux sont rigoristes, les autres, on oublie de dire qu'il y en a beaucoup qui ont quitté l'islam, qui sont athées, agnostiques ou autres. On est là, on a l'image du barbu. La classe moyenne musulmane en France vit comme le reste de la société, va au travail, est pratiquante à, vous savez, aujourd'hui c'est le self-service, la pratique religieuse, pratique à sa manière, et tous ne sont pas des futurs terroristes ni des salafistes. Jean-Baptiste. Pour Samy, les parlements actuels sont réduits à une chambre d'enregistrement des lois du programme Macron. J'ai honte, ajoute-t-il. Est-ce que vous êtes sénatrice, vous? Est-ce que vous avez cette impression aussi? Moi, c'est pas à cause des macronistes, parce qu'ils ne sont pas nombreux au Sénat. Ouais. Non, mais c'est vrai que, étant une intellectuelle un peu inquiète, tous les matins, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je suis très souvent sur le terrain, avec les réfugiés, avec les autres, à Calais, un peu partout, à Ouistreham, ailleurs, dans les prisons. Je visite souvent les prisons parce que une sénatrice ou un sénateur devrait être dedans et dehors. Autre question. Sur Twitter, un internaute relevait une citation que vous aviez déclarée en 2016 où vous disiez « Le voile n'est pas plus aliénant que la mini-jupe ».
Oh oui, écoutez, c'est parce que c'est quelque chose qui ressort assez souvent à votre sujet quand on regarde sur Twitter. Mais écoutez, moi je suis une libérale intellectuellement, pas économiquement peut-être, mais intellectuellement, et je respecte, selon la loi de 1905, la liberté du culte. Voilà, Vous comprenez le port du voile, et le port du voile ne vous gêne pas? Non, mais du voile, je ne parle pas du hijab. D'accord, pas du voile intégral. Quelqu'un qui se met un fichu sur la tête, enfin il y a des femmes juives religieuses qui portent une perruque, des hommes religieux qui portent une kippa. Alors à ce moment-là, il faudrait créer une France où il n'y aurait pas de culte. Alors refaisons la loi de 1905, allons du côté extrémiste, et ça serait bien dommage pour notre diversité religieuse. D'accord, et vous n'êtes pas hostile, donc, par exemple, le port du voile dans l'école qui est interdite? Non, qui est interdit. Est-ce qu'on devrait tolérer le voile dans les établissements scolaires? Écoutez, l'école est un lieu public. D'accord. Et moi, j'ai été prof du secondaire avant d'être prof d'université. Ouais. Même à l'époque, nous négocions avec les élèves, les familles. À l'université, on est majeur, on est adulte. Moi, j'ai eu dans ma classe des jeunes femmes qui ne venaient pas avec le hijab parce que je suis absolument contre le fait qu'on vienne à l'université caché totalement. Non, moi, je veux voir mes étudiantes. Donc, moi, j'autorisais les personnes qui portaient un petit fichu. Et certains venaient faire des tests sur le judaïsme. Ça, je trouvais un peu... Vous voyez, je me disais que... Et il faut comprendre pourquoi on porte un fichu, on se couvre la tête, etc. Et qu'on peut être encore ouvert tout en portant un élément religieux sur soi, un vêtement religieux. Et venez vraiment apprendre le judaïsme, franchement. C'était le talk de Esther Benbassa. Merci Esther Benbassa d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean-Baptiste Sémerjian. Merci aux internautes. De vous être fait le médiateur des questions des internautes. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures.